Et à la une de Sud Radio ce matin, le sujet qui fait énormément parler depuis plusieurs jours, mais plus précisément encore depuis plusieurs heures, 729 jours après le 7 octobre 2023 et la tuerie du Hamas en Israël, avec ce qu'on sait évidemment comme dégâts et comme images d'horreur. C'est un plan P ou en tout cas un espoir d'un accord qui est en train de se dessiner à l'initiative du président américain Donald Trump. Et c'est l'immense espoir entre potentiellement de voir revenir déjà les otages et l'espoir enfin de voir une trêve entre Israël et le Hamas. Bonjour Sébastien Boussois. Bonjour. Vous êtes chercheur spécialiste du Moyen-Orient et directeur de l'Institut géopolitique européen. Est-ce que cette fois-ci, parce que c'est peut-être la question qui domine, oui, nous pouvons avoir de véritables raisons d'espérer? Malheureusement, je ne saurais pas vous répondre de manière claire et nette. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'à l'approche des 2 ans, comme vous l'avez mentionné, des 2 ans de l'attaque terroriste des membres du Hamas contre l'État hébreu, on peut considérer que l'action concertée par la pression de Donald Trump peut permettre peut-être de voir aboutir, je ne dirais pas une paix, mais en tout cas la relance possible d'un accord qui puisse mener non seulement à la libération des otages, mais également à un cessez-le-feu qui puisse ensuite permettre de discuter et de négocier de la suite. Alors il est évident que la manière dont le Hamas répondra favorablement, pas uniquement à l'acceptation de principe de la libération des otages israéliens, mais la mise en pratique, c'est-à-dire accepter un certain nombre de points compliqués venant d'Israël et surtout de l'administration de Donald Trump, ça c'est une autre étape qui risque évidemment de compliquer un peu les choses. Vous avez raison d'être extrêmement vigilant, on va essayer de l'être aussi bien sûr durant tout cet entretien. Le brouillon d'accord, en tout cas ce petit bout de papier qui est peut-être synonyme d'histoire, d'espoir, il y a plusieurs points de vigilance. Le premier peut-être le rôle du Hamas, et vous étiez en train d'en parler avec la question de son désarmement. On a quand même du mal à imaginer que l'organisation terroriste le fasse de bonne foi et de bon cœur, parce que cela voudrait dire en effet sa disparition. Est-ce que celui-ci peut vraiment être une partie, non pas honnête, mais sur laquelle on peut essayer de s'appuyer dans ces négociations, dans cette tentative d'accord, Sébastien Boussois? Alors ce qui est extrêmement compliqué, c'est qu'on doit négocier avec une partie dont on ne veut plus. Personne n'en veut, ni Israël, ni la communauté internationale bien sûr, et ni même les pays arabes, puisque je rappelle quand même qu'il y a 17 pays arabes qui ont non seulement reconnu les massacres du 7 octobre, mais qui ont également appelé à la capitulation et au désarmement du Hamas. Alors vous vous retrouvez dans une situation où tout le monde fait effectivement haro sur le baudet pour demander en gros au Hamas de se sacrifier. Alors très paradoxalement... On est bien d'accord, pardon Sébastien Boussois, que c'est bien en réalité le Hamas en ce moment joue sa survie. Évidemment, alors la martyrologie et l'idéologie classique du Hamas voudrait qu'ils acceptent de se sacrifier en silence, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils acceptent et qu'ils reconnaissent. Alors beaucoup évidemment considèrent qu'il faut aller jusqu'à la mort, c'est le fameux culte du martyr et du shahid. Je dirais que politiquement parlant, c'est un peu effectivement la même chose que tout le monde espère. Maintenant, qu'est-ce qu'il va concrètement se passer pour le Hamas? Soit il rend l'ensemble des otages, ce qui est prévu lors de la première étape du plan de paix de Donald Trump, mais il n'a plus aucune cartouche. Alors ça veut dire que potentiellement, puisque le Hamas change d'avis comme de chemise, comme Donald Trump et comme Benjamin Netanyahou, l'armée israélienne peut décider d'en finir, si tant est que ce soit possible, avec le Hamas à Gaza, y compris les civils. Mais le Hamas a très bien compris qu'il peut jouer une carte, et c'est pour ça qu'à la fois il dit non seulement oui, je vais libérer l'ensemble des otages israéliens, mais je considère que j'ai partie prenante dans la redéfinition de l'avenir de Gaza, c'est-à-dire non pas une force internationale dont je ne veux pas, mais une force qui soit essentiellement palestinienne. C'est-à-dire que le Hamas a décidé de donner un certain nombre d'éléments et pratiquement de consignes, et en réalité on est tous suspendus depuis plusieurs jours à sa décision, à son avis et à leur mouvement en général. Et vous parliez d'ailleurs du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de Donald Trump, les revirements. L'un a assuré qu'il finirait le travail si le Hamas n'acceptait pas l'accord, et de l'autre côté, Donald Trump avait promis l'enfer. Donc en effet, peut-être que ça encourage un tout petit peu à accepter les conditions de l'accord. De l'autre côté, on est en train d'en parler, il y a quand même aussi la société israélienne et leur Premier ministre Benjamin Netanyahou qui s'est exprimé hier soir. Il a garanti qu'il ramènerait tous les otages. N'est-ce pas non plus, dans un autre genre, une fin politique pour Benjamin Netanyahou qui voit se fissurer plus que jamais son gouvernement, avec notamment des franges extrémistes qui refusent le simple fait d'évoquer un État palestinien? Écoutez, si tant est que ce soit le cas, il aura eu une fameuse longévité dans le paysage politique israélien.
à l'image de nombre d'anciens premiers ministres. Donc je dirais que quelque part peut-être qu'il a fait son temps. Ce qui est sûr, c'est qu'il a mis beaucoup de temps pour s'intéresser à la question des otages dès le 7 octobre 2023. Il aurait peut-être probablement pu en faire une priorité, ce qui aurait permis de négocier peut-être plus rapidement et de ne pas arriver là où on en est. Fin de carrière politique pour Netanyahou, c'est pas maintenant tout de suite complètement sûr parce que tout le monde le presse, et même si beaucoup le critiquent, vous avez raison de le dire à l'intérieur même d'Israël, tout le monde le presse à signer cet accord le plus rapidement possible. Et c'était d'ailleurs le sens de sa prise de parole hier soir, qui était très courte, difficile mine de rien à analyser, à comprendre, si ce n'est pour dire que la pression et ses volontés, ses actions à Gaza avaient permis d'arriver à cet accord. Partons également outre-Atlantique, puisque c'est lui qui est à la manœuvre, Donald Trump, qui se réjouit évidemment bruyamment. Comment expliquer que ce soit cette méthode Trump si souvent discutée avec ce président et ce personnage si souvent moqué, qui a réussi à mettre quelque chose sur la table qui pour l'instant semble encourageant? Comment expliquer que ça a fonctionné par rapport aux autres tentatives? Donald Trump joue de la faiblesse des autres acteurs, et notamment des Nations Unies et du multilatéralisme. Quand et des Européens et de la France. Et des Européens de la France, quand vous avez Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Antonio Guterres qui se réjouissent du peut-être plan de paix qui est en train d'être mis en place par Donald Trump, cela a de quoi faire sourire, puisque ce sont les mêmes qui passent leur temps effectivement à critiquer Donald Trump et à critiquer ce rapport de force quand il leur est défavorable. Aujourd'hui, on a effectivement un président américain qui non seulement est Donald Trump, mais est également président de la première puissance mondiale et qui est le mieux placé pour exercer ce type de pression sur l'ensemble des acteurs. Il a d'ailleurs largement humilié Benjamin Netanyahou il y a une semaine en lui demandant d'appeler le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères qatari pour s'excuser de la frappe qui avait eu lieu sur Doha. Et on voit du coup qu'il arrive finalement, entre guillemets, à rabibocher pour des raisons d'intérêt stratégique, mais également pour parvenir à un accord, des partis qui ne se parleraient sinon pas. Et tous les autres acteurs que j'ai cités avant n'ont pas cette force de frappe et cette capacité, non pas de conviction, mais de pression maximale. Et on comprend maintenant comment, en effet, Donald Trump a réussi à arriver à ses fins, en tout cas à mettre cet accord en place. Merci beaucoup Sébastien Boussois, chercheur spécialiste du Moyen-Orient et directeur de l'Institut géopolitique européen, de nous avoir éclairé sur cet accord qui fait énormément parler et qu'il était important d'essayer de décrypter ce matin.